J'avais des problèmes de santé, hypertension, j'avais fait déjà 2 phlébites, dont une pendant ma grossesse. J'ai 54 ans et j'ai pas envie de commencer ma vieillesse, on va dire, des risques d'avoir des problèmes. C'est vrai que j'avais tendance à manger rapidement, souvent devant la télé ou voilà. Donc c'est vrai qu'on ne se rend pas compte des quantités qu'on peut ingurgiter. Avec la naissance de mon fils, où je me suis rendu compte vraiment que avec le surpoids que j'avais, j'allais en fait être moins susceptible à pouvoir jouer avec lui au fait plus tard. J'avais un enfant d'à peu près 1 an et demi qui commençait à courir un peu partout et ça commençait à devenir difficile pour moi de le suivre. Quand les médecins en fait me disaient vous allez voir, vous allez jouer au fait au volleyball avec presque 4 packs d'eau de moins dans les mains. C'est vrai qu'on dit 45 kg, c'est beaucoup, mais on n'arrive pas en fait à les mesurer. Les patients que nous prenons en charge ont une obésité sévère en échec d'un traitement médical bien conduit. La majorité relève d'un traitement chirurgical. Néanmoins, certains relèvent d'une intensification de la prise en charge diététique et comportementale, voire d'un traitement endoscopique de l'obésité, c'est-à-dire la mise en place de ballons intragastriques. Souvent, les patients qui viennent me voir pour des problèmes de santé, comme le diabète, l'hypertension, le cholestérol, comme des fatigues généralisées. Tous ces patients qui viennent me voir, finalement, ne sont pas conscients que leurs problèmes de santé ont une seule origine, qui est leur surpoids ou leur obésité. Lorsque le patient vient à l'hôpital pour prise en charge d'obésité sévère, le premier contact, il l'a avec un médecin nutritionniste qui le reçoit en consultation, ou bien avec le chirurgien, si son médecin a d'emblée pensé qu'il relevait effectivement d'une indication chirurgicale. J'évalue donc l'état de santé du patient et bien entendu ce qu'on appelle son IMC, son indice de masse corporelle. Si son indice de masse corporelle est supérieur à 35 kg par mètre carré et qu'il a des comorbidités, dans ce cas, je n'hésite pas à le diriger vers l'hôpital de jour d'obésité pour une chirurgie bariatrique éventuelle. Dès la première consultation chirurgicale, on va voir le profil du patient, son index de masse corporelle, ses comorbidités et est-ce qu'il rentre dans les indications de la chirurgie bariatrique. Ça ne veut pas dire que la décision opératoire est prise, loin de là. On va prendre les coordonnées du patient, voir quand est-ce qu'ils peuvent venir à l'hôpital de jour. C'est vraiment une première prise de contact. On va leur expliquer tout le chemin clinique, l'importance des examens qu'ils doivent faire, l'importance des consultations et on leur programme tous leurs rendez-vous pour les 6 mois qui suivent. Les infirmières vont être présentes tout au long du parcours et elles sont disponibles justement par téléphone où elles peuvent répondre aux différentes questions des patients. Ce sont vraiment des personnes référentes pour les patients qui sont suivis dans le cadre de la prise en charge de l'obésité. Ça, c'est un grand point fort. L'objectif de l'hôpital de jour, c'est d'évaluer les comorbidités liées à l'obésité. Le patient vient une journée entière où il voit notamment la diététicienne, la psychologue, il a une échographie du foie et il a un bilan sanguin complet, métabolique, endocrinien, nutritionnel. Et au fur et à mesure, vous faites les examens et vous parlez au psychiatre, vous parlez au psychologue, vous parlez à la diététicienne et on en croise les infos et vous vous rendez compte que tout ne va pas si bien que ça en fait. Et que rien ne va s'arranger en restant comme ça. On va lui faire la calorimétrie pour voir le métabolisme de base. De là, ça va nous permettre de déterminer le nombre de calories qu'il a besoin quand il est en activité. L'objectif de cette première consultation de diététique-nutrition est en fait de faire le point avec le patient sur son alimentation, mais également de manière plus large sur son mode de vie, sur ses représentations et ses croyances alimentaires. Il est important de travailler sur les manières de table, sur la qualité alimentaire
et sur les quantités. Vous savez très bien que vous mangez trop. Et pourtant, vous ne vous arrêtez pas. Vous dites c'est bon, encore un petit bout quoi. Le problème majeur, souvent retrouvé, concerne la vitesse d'absorption des aliments et la taille des bouchées. C'était lié au stress de mon travail en fait, qui fait que je ne me rendais pas compte, mais depuis quelques mois, je prenais même plus le temps de manger, d'apprécier ce que je mangeais. Je mangeais mais à toute vitesse et puis il fallait que j'ai une assiette bien remplie et puis il fallait que je la finisse, même si j'étais à saturation. Et l'après-midi, ils vont voir la psychologue et le médecin endocrinologue. Premier hôpital de jour, le principal objectif, c'est de voir si le patient a bien compris l'intervention, les conséquences qu'elle aura après dans leur quotidien, voir un petit peu sa compliance, s'il va être capable de justement mettre en place tous les changements à mettre en place dans son quotidien. Et puis, on va préparer aussi le patient à tous ces changements. C'est un renouveau, c'est une renaissance, c'est une redécouverte des choses. Et ça, c'est chouette. Toutes les sociétés savantes recommandent un dépistage systématique des troubles respiratoires du sommeil avant chirurgie bariatrique. Démarrer un traitement de ces problèmes permet aux patients d'arriver à l'opération des patients post-opératoires avec une respiration normale et moins de risques de complications. On sait que, d'une part, l'obésité est un facteur de risque pour faire des apnées du sommeil et des troubles de la respiration pendant le sommeil, mais on sait également que ces troubles respiratoires du sommeil sont également un facteur de risque qui entretient l'obésité. Le traitement démarre forcément avant l'opération et doit se poursuivre au moins 6 mois après l'opération jusqu'au contrôle post-opératoire. Je suis appareillée depuis le mois de décembre. J'en ai ras-le-bol, mais j'avoue qu'avec ça, c'est vrai que le matin, je me réveille mieux, je suis en meilleure forme, je dirais. Je ne somnole plus comme avant. Donc là, après l'opération, je dois attendre 6 mois pour le revoir, refaire un test et voir si ça a disparu ou pas. Le psychiatre intervient au début du parcours pour déterminer pas seulement la motivation, mais aussi parce que dans les recommandations professionnelles éditées par la Haute Autorité de Santé, il convient de déterminer si le patient, la patiente sont capables de définir très exactement quelles sont les conséquences de l'intervention et si ce souhait s'inscrit dans un choix, dans une maturité d'une décision qui va être définitive et qui va les engager à s'occuper d'eux d'une manière très différente, tant sur le plan alimentaire que sur le plan du comportement, pendant tout le restant de leur vie. L'avantage, c'est que moi j'ai eu un support assez important de ma femme en fait, derrière tout ça. Donc ça, effectivement, c'est important. C'est important d'avoir la famille qui nous accompagne aussi. Les interventions bariatriques, même chez les gens qui ne souffrent d'aucune fragilité psychique antérieure, ont un risque plus élevé que la population normale de faire un épisode dépressif. À plus forte raison, quelqu'un qui a eu des troubles psychiques antérieurs a un risque encore plus important. C'est l'une des raisons aussi pourquoi il y a un psychiatre dans le parcours. C'est l'attachement à trouver une solution pour chacun. C'est quand même une intervention. Donc ils nous ont fait une intervention et après on ne nous lâche pas dans la nature, quoi. Donc moi je trouve que c'est très bien. D'avoir été en contact avec cette équipe-là pendant 9 mois, il y a un suivi très régulier. On revoit l'équipe en fait, qui nous a suivis pendant ces 9 mois. Donc voilà, on est vraiment en fait, rassurés par rapport à ça. Du point de vue chirurgical, nous réalisons 2 examens qui vont nous montrer la morphologie, mais aussi l'intérieur de l'estomac, qui sont un transit œsogastro-duodénal, c'est-à-dire une radio de la partie haute du tube digestif, et une fibroscopie, une endoscopie, pour voir l'intérieur de l'œsophage et de l'estomac. Ces 2 examens vont nous permettre de voir si l'anatomie est tout à fait normale et si une sleeve gastrectomie est tout à fait réalisable. Lors de la deuxième consultation, donc, on regarde avec le patient son relevé alimentaire, ses difficultés, ce qu'il a pu remarquer en notant son alimentation, puisque le fait d'écrire peut déclencher des prises de conscience. Il y a un problème effectivement dans mon rapport avec la nourriture.
J'étais prise dans toutes mes activités, dans ma vie courante, dans mon travail, dans ceci, dans cela, et je ne m'écoutais pas. Cette intervention sera décidée de façon collégiale lors de la réunion de concertation pluridisciplinaire, mais après tout ce parcours de soins où va être évalué l'état psychologique du patient, sa capacité à être compliant aux conseils qui vont lui être donnés, et bien entendu les critères liés à l'indication thérapeutique, l'index de masse corporelle et les comorbidités associées. Sont présents la diététicienne, le psychologue, le médecin psychiatre, bien entendu le chirurgien, un médecin anesthésiste, le médecin nutritionniste qui a pris en charge le patient et moi-même qui coordonne cette réunion. Au décours de cette RCP, il est prévu une consultation de restitution avec le chirurgien qui donnera au patient les conclusions de cette réunion, lui fixera une date opératoire et il programmera également la consultation avec le médecin anesthésiste. On a déjà une première fois expliqué en quoi consistait la chirurgie. On revient sur ces principes-là. Sur les modalités d'hospitalisation, la durée de l'intervention, la durée d'hospitalisation et puis le moment de la réalimentation. Ainsi, les patients sont tout à fait au courant de ce qu'on fait avant d'y être. Ça permet de rendre les choses plus faciles, d'appréhender chaque jour ce qu'on attend des examens qu'on leur fait et de savoir à quel moment on pourrait s'assurer qu'il n'y a pas de complications post-opératoires et qu'ils peuvent recommencer une alimentation par voie orale. C'est aussi le moment, effectivement, ils sont contents d'y être. Ils ont fait un long parcours pour y être. Ça y est, ils touchent au but avec quelques angoisses. Donc, c'est l'occasion aussi d'en rediscuter, de tout ce chemin qu'ils ont fait. Et très souvent, ils sont contents d'y être. Une fois la décision prise en réunion multidisciplinaire, on lui propose un atelier diététique. Donc c'est un atelier interactif. On rentre dans les détails avec la remise d'un document écrit personnalisé où lui sont expliquées les nouvelles manières de table qu'il connaît déjà et puis la progression de la réalimentation sur un mois. Nous avons une grande expérience à Antoine Becler de la chirurgie minimale invasive. La chirurgie minimale invasive vise à faire diminuer l'agressivité de l'acte chirurgical, que ce soit par la technique opératoire, mais aussi dans la prise en charge périopératoire. Toutes ces techniques ont été mises au service de la prise en charge bariatrique en développant notamment la technique de la sleeve gastrectomie par trocar unique. Le principe de la chirurgie par trocar unique est d'utiliser l'incision d'extraction de l'organe que nous allons enlever à la fin de l'intervention pour rentrer les instruments chirurgicaux et donc on va faire un seul accès chirurgical qui est de 2 ou 3 cm. Donc on va diminuer l'agressivité pariétale. C'est une intervention qui consiste à tubuliser l'estomac. En gros, on va transformer l'estomac qui est un sac en un tube. Et pour ça, il va falloir retirer une partie de l'estomac. En fait, l'estomac va être un tube qui va se situer dans la continuité de l'œsophage. On va diminuer la taille de l'estomac, donc le patient va avoir une sensation de satiété qui va être bien plus précoce après l'alimentation. C'est une intervention qui va durer entre 1 heure et 1 heure et demie. On introduit une caméra qui est flexible, c'est-à-dire qui regarde dans tous les sens, et des instruments qui ont des courbures particulières qui nous permettent de faire donc toute la sleeve gastrectomie par cette petite incision. Et puis la dernière étape, une fois qu'on a tubulisé l'estomac et qu'on a retiré une partie, c'est de le retirer. Je suis rentrée la veille, donc j'ai passé une très bonne nuit, sans stress, sans rien. Le matin, je suis partie au bloc, je n'ai pas trop attendu. Après, on m'a pris en salle d'opération. Ils nous disent vraiment tout ce qu'ils nous font. On vous mettra une couverture chauffante, enfin, on va vous faire ça. De l'anesthésie sont appliquées sur telle main, sur l'autre main pour sauver une veine. L'anesthésiste qui m'a demandé de rêver à un paysage formidable ou un endroit où je voudrais être. Et il m'a dit je vais vous endormir et quand vous allez vous réveiller, vous allez me raconter votre rêve.
Par la suite, le malade est amené en salle de réveil pour passer 4 à 6 heures en salle de réveil pour être sûr que toutes ses fonctions vitales sont revenues comme il faut. Il est bien réveillé avant de revenir dans sa chambre. C'est ce qu'on explique aussi aux familles qui vont attendre ou qui vont nous téléphoner, voire plusieurs fois dans la journée. Parce qu'un patient qui part à 7 h du matin va revenir 18 h dans sa chambre, par exemple. J'ai été opérée il y a 4 jours, en fait. Ça s'est très bien passé. Je suis remontée dans ma chambre, j'étais à peu près consciente. On m'a mis dans mon lit. Et puis après, j'ai fait une grosse sieste. Et je me suis réveillée le vendredi vers... je sais pas, 13 h, quelque chose comme ça. Le fait d'avoir une incision unique sur la paroi, ça donne très peu de douleur. Première chose. Deuxième chose, on n'utilise pas de drainage, donc il n'a pas de douleur liée au passage de drainage dans la paroi abdominale. Le patient n'a pas de son nasogastrique, donc il n'est pas gêné du fait d'avoir un tube qui passe dans la gorge. La seule chose un peu embêtante, c'est rester à jeun 48 heures. Mais ça, c'est avec les perfusions, finalement, il n'est pas gênant et la douleur, c'est vraiment minime. Donc, il n'a que des avantages. Les patients sont bien réveillés, on leur rend leur portable, ils appellent leur famille quasiment aussitôt. Ce sont des patients aussi qui se lèvent très vite. Des fois, dans l'heure suivant l'arrivée dans la chambre, ils se lèvent pour aller aux toilettes puisqu'il faut surveiller aussi la reprise de diurèse. Donc ils aient une miction spontanée. Je m'attendais à avoir le tournis, à être pas bien et tout, mais non, pas du tout. Je me suis bien levée, ça s'est bien passé, toutes les fonctions se sont remises à jour, nickel. En post-opératoire, les soins sont très limités puisqu'on n'a pas laissé en place de drainage ni de sonde gastrique. Les malades sont à jeun pendant 48 heures et au bout de 48 heures, nous allons réaliser un scanner qui va nous permettre de regarder de façon très précise ce qui se passe autour de notre zone opératoire. L'objectif de cet examen, c'est vérifier que les lieux opératoires, ça veut dire dans la partie d'estomac qui a été coupée, il n'y a pas de complications, donc notamment les plus fréquents sont ou la fistule ou une petite hémorragie et donc la présence d'une collection à regard de la ligne d'agrafe. Première gorgée d'eau, tiens, elle passe, ça va. La première cuillère de yaourt, ça passe aussi, ça va. L'objectif, c'est de voir s'ils tolèrent la réalimentation, mais aussi s'ils la font correctement, c'est-à-dire très lentement et de façon très fractionnée. Le patient rentre chez lui, donc il a son programme de réalimentation, ainsi que les coordonnées de la diététicienne référente, pour pouvoir l'accompagner en cas de questions avant la prochaine consultation. J'ai eu la diététicienne par mail et oui, je veux dire, on n'est pas entre guillemets lâché dans la nature. 3 premiers mois suite à l'opération, c'était des mois en fait assez difficiles parce que dépasser d'une grande assiette en fait bien remplie à même pas une poignée des mains et qui en plus au fait on devait manger pendant 45 minutes, 1 heure des fois. Donc sur le premier mois de réalimentation, le patient va retrouver une alimentation normale, donc le premier stade étant une alimentation liquide, puis mixée, puis molle, et enfin normale, toujours fractionnée. Avec la sleeve, on a encore la possibilité je dirais, de se faire plaisir et de manger de tout et ne pas être frustré. Parfois aussi, ils ont des questions après l'intervention. Voilà, je voudrais savoir où en est ma cicatrice. Parfois, ils ont des petits soucis de reflux alimentaire. Ils se posent des questions, donc on les renvoie vers leur médecin. Ou parfois, si c'est juste pour une ordonnance, on fait le lien avec le médecin pour éviter d'avoir une consultation. Mais on se tient en alerte s'il y a un petit souci de santé ou s'ils ont des angoisses. Le suivi post-opératoire a plusieurs objectifs. Tout d'abord, bien sûr, évaluer l'efficacité du traitement, dépister les conséquences nutritionnelles de cette intervention qui peut être à l'origine de diverses carences, vitaminiques en particulier. Il faut vérifier l'absence de perte trop importante de la masse maigre. Le chirurgien va revoir son patient 3 semaines à 1 mois après l'intervention pour vérifier les suites opératoires, la cicatrisation et pour l'autoriser à faire quelques gestes.
Le rôle du chirurgien à 3 mois, c'est de vérifier la bonne cicatrisation, la bonne alimentation, et puis d'autoriser au malade de faire du sport. Quelque chose qui va être essentiel dans le changement de mode de vie de ces patients qui ont perdu pas mal de poids et dont le sport, à côté du changement des habitudes alimentaires, vont être vraiment les 2 choses les plus importantes à changer dans la première année. La séance au 3e mois reprend une séance d'éducation thérapeutique et un bilan morphologique et nutritionnel pour apprécier cette perte de poids qui commence à devenir très importante dès le 3e mois. On a un nouvel estomac, donc on a du mal à appréhender le problème de satiété, le problème de la faim. On est un petit peu à se poser des questions. Et puis petit à petit, les choses viennent naturellement. Des déjeuners, des dîners importants avec d'autres chefs d'entreprise. Et c'est pas pour autant en fait, que je vais me priver de manger en fait, avec eux. Pour les réunions, surtout des déjeuners de travail, comme on parle beaucoup, on discute beaucoup, donc voilà, ça a été en fait assez simple pour moi pour assimiler et intégrer ça en fait dans mon travail. À chaque fois, donc on refait le point avec le patient sur son alimentation, sur ses prises de boissons. Je le ressens tous les jours dans l'énergie que j'ai en plus, la fatigue qui n'est plus là, le fait d'être moins essoufflé quand on monte des escaliers. Je suis moins gênée, moins essoufflée, effectivement, je me sens mieux. Les 3 premiers mois sont généralement vécus un petit peu comme une renaissance, c'est-à-dire que l'amélioration est extrêmement rapide, très satisfaisant, voire parfois brusque un peu les patients qui sont surprises de devoir changer rapidement de taille de vêtements, ce qui parfois conduit à des choses un peu stupéfiantes qu'elles racontent très bien, ou qui racontent très bien, ça touche les hommes aussi, à savoir qu'ils continuent à acheter des vêtements de la même taille qu'avant. Et parce que la représentation de soi, elle avance moins vite que le corps ne maigrit. Quand je ne me vois pas dans un miroir, j'ai l'impression d'avoir toujours les mêmes formes qu'avant. Je pense que c'est ancré, ça faisait 36 ans que je vivais avec ce corps-là finalement. Je pense qu'il faut un petit moment pour assimiler le changement physique. Le plaisir et le bonheur de refaire les magasins, c'est super. Les malades sont vus par la suite, à peu près tous les 6 mois par leur chirurgien. Évidemment, à chaque fois après le bilan annuel en hôpital de jour, et puis selon la demande de certains patients, tous les 4 ou 6 mois. À ces 1 an-là, donc on va faire une prise en charge même un peu plus globale qu'à 3 mois post-opératoire. On refait une échographie hépatique, on refait une calorimétrie indirecte pour mesurer la dépense énergétique de base du patient qui est très influencée par l'évolution de la composition corporelle. Donc ils ont davantage d'examens, une échographie, un scanner. Nous refaisons à cette période un scanner abdominal qui va permettre d'évaluer la dénutrition, de la perte de la masse musculaire. À partir de cette période, la perte de poids a une influence très positive sur l'évolution de certaines comorbidités comme le diabète, comme l'hypertension artérielle. Et il faut veiller à ce que les patients ne soient pas surdosés en traitement antidiabétique, en traitement antihypertenseur. On évalue également l'évolution de l'atteinte hépatique lorsqu'elle était présente en refaisant ce qu'on appelle un fibroscan. À 1 an de la chirurgie, les problématiques sont différentes. Il y a les patients qui se sont très bien adaptés justement à tous ces changements et finalement c'est plus une visite, une consultation pour constater que tout a été bien mis en place, que le patient s'est bien adapté à son nouveau mode de vie, à ses changements, son nouveau corps. À 1 an, là c'est là où on voit si les difficultés persistent. On recommande vivement à nos patients de revenir nous voir au moins 1 fois par an parce que les études ont montré que plus le patient était suivi de manière régulière et plus ses chances de maintenir cette perte de poids à long terme étaient grandes.
Alors là, je suis à 2 ans après l'opération. Et aujourd'hui, finalement, c'est peut-être la deuxième phase la plus difficile qui arrive. Alors même si je mange mieux et plus sainement, il y a toujours cette crainte de reprendre du poids. La chirurgie, dans cette prise en charge, n'est qu'un coup de pouce. Certes, un coup de pouce central, essentiel, est important, mais l'essentiel et la pérennité des résultats dépend surtout du changement. Un changement dans sa manière de s'alimenter, un changement dans sa vie de tous les jours, dans sa pratique du sport et dans la poursuite de tous les conseils qu'il a appris pendant 6 mois avant l'intervention et toute l'année d'après l'intervention. L'identité, c'est un projet global. C'est à la fois son être psychique et son être physique, à savoir je marche mieux, je respire mieux, je ne ronfle plus et mon compagnon, mon conjoint, mon double, eh bien, vit aussi mieux. Et puis moi, lorsque j'ai envie de jouer avec mes enfants, je me déplace mieux. Lorsque je suis à mon travail, mes collègues me regardent différemment, sont certes moins prévenants parce que je marche plus vite, ils sont donc plus exigeants avec moi, mais d'un autre côté, voient ma bonne santé et mon implication dans ma bonne santé et constatent aussi que j'ai pu mener un projet de vie qui est flagrant, c'est-à-dire qui est visible au quotidien, et de l'avoir mené à bien et de le continuer au quotidien. 2 ans après l'opération, moi j'ai aucun regret et si je devais, si on me reposait la question aujourd'hui, je dirais oui, je pense. Je pense qu'on oublie très vite les désagréments pour ne garder en mémoire que ce qui s'est amélioré positivement. Et il y a énormément de choses qui se sont améliorées, quoi. Pour ce qui est du suivi, qui doit se prolonger durant toute la vie, il est primordial et correspond à la réussite de la prise en charge dans son ensemble. En effet, malgré l'opération, le patient peut présenter des déviances comportementales qui font que l'estomac peut se dilater. Il est donc primordial que le chirurgien, la diététicienne et l'ensemble des soignants revoient régulièrement le patient. Alors ce suivi, bien sûr, les 2 premières années est très rapproché, se déroulant environ tous les 3 à 6 mois. Par la suite, une fois que le patient est bien équilibré, le suivi peut être plus souple et on peut ne voir un patient qu'à 1 an, tous les ans, une fois que le suivi est bien équilibré. Mais ces notions sont très importantes dans la réussite de l'opération. Toute la philosophie de notre centre est basée sur une prise en charge globale du patient et plus particulièrement une prise en charge humaine. Nous avons la chance d'avoir une association de patients très active avec nous qui permet à la fois d'organiser des conférences sur des questions auxquelles les médecins, les soignants participent 1 fois par mois, mais également des visites à l'hôpital et des réunions, des pique-niques, des marches. Dans le cadre de notre mission territoriale, nous mettons en place une véritable filière de soins pour que des relais soient organisés et c'est en particulier la raison pour laquelle ont été organisés et implantés au niveau de l'hôpital des ateliers animés par le réseau RONDE, qui est le réseau de l'obésité adulte au niveau de l'Île-de-France.